Je vais vous donner ma grille de lecture sur le débat que j'ai trouvé fortement pédagogique et révélateur hier soir, ce débat entre Aurélien Taché et Sarah Knafo de Reconquête. Je ferai évidemment plaisir aux partisans de Reconquête en leur disant que Sarah Knafo s'en est très très bien sortie parce qu'elle était rationnelle, carrée, elle contextualisait les informations, elle maîtrisait ses dossiers, elle les avait lus, elle avait une bonne rhétorique. Mais vous savez bien que ceux qui sont dans le camp d'Aurélien Taché vont probablement lui dire qu'il ne s'en est pas trop mal sorti non plus. Bon, je fais partie de ceux qui pensent que cela relèverait probablement d'un minimum de mauvaise foi, mais on peut comprendre, si on est honnête intellectuellement, qu'après tout, selon le prisme idéologique qui est le sien, il était conforme à sa colonne vertébrale. Vous me demandez quelle est cette colonne vertébrale, je vous dirais qu'elle a atteint d'une petite scoliose. Toujours est-il qu'il était cohérent. Et c'est là en fait qu'est le problème. Si vous regardez bien maintenant que vous essayez de prendre, on monte d'un cran, et encore d'un cran, encore plus haut, et on se met au niveau de Sirius, tout en haut là-haut, et on essaye de voir ce qui se passe vraiment. Ce sujet maintenant, que vous le vouliez ou non, il est dévolu à Sarah Knafo. Alors là, vous allez me dire, mais très bien, on a quelqu'un qui défend les intérêts de la France. Oui, mais il est dévolu à Sarah Knafo de telle sorte que si elle ne gagne pas en 2027, par exemple, je me place dans un scénario hypothétique, si elle ne gagne pas, ce sujet restera un sujet orphelin. Et pourquoi ? Parce que comme toujours, lorsqu'un sujet est idéologiquement teinté, il va faire l'objet d'une association compulsive, névrotique de la part des ennemis de Reconquête et de la France, j'ai envie de dire, qui vont dire oui, mais ça, c'est un sujet typiquement à extrême droite. Maintenant, tu ne peux plus revenir en arrière. Ça serait donner raison à Sarah Knafo. Vous comprenez le délire ? Et c'est ça en fait que j'essaye de vous dire, c'est ça, moi, l'explication que je fais auprès de mon modeste entourage, maintenant que je l'ai compris et que je me suis en quelque sorte désaliéné de ce délire, parce que je suis passé par là aussi, j'ai longtemps pensé que ceux que j'estimais, moi, être des moines soldats au service d'une cause supérieure, transcendante, eh bien, étaient la fiabilité incarnée. Je me basais sur leur visage finalement, sur leur rhétorique, sur ce que je voyais émaner d'eux, sur l'effet halo, H-A-L-O, médiatique, qui les entourait, cette espèce de bulle de confiance à l'intérieur de laquelle je suis venu me lever, et j'étais un militant aussi hystérique que les autres, prêt à, dans un souci de cohérence, à tout prendre, c'est-à-dire les dizaines, les centaines, les 850 points d'un programme, je les acceptais parce que je défendais ce candidat. Alors qu'en fait, si ce candidat ne l'emporte pas, premier problème, il y a tout un tas d'idées qui ont été idéologisées, marquées par son prisme idéologique, que d'aucuns qualifieront de nauséabond, qui font que ces sujets vont devenir orphelins. Un bon exemple, c'était l'aide publique au développement, on le voyait hier dans ce débat, mais enfin, c'est aussi, par exemple, tiens, au hasard, l'immigration. L'immigration devrait n'être qu'un problème d'ordre comptable. On pourrait s'intéresser à l'immigration en pensant au bien du pays sans que cela soit une considération ni droitard, ni gauchiste, ni mondialiste, ni droit de l'homiste, ni sans frontiériste, ni bref, un truc en iste, qui, vous savez, quand on met le suffixe à la fin, c'est qu'il y a une pathologie. Européiste, tiens, par exemple. Je suis pour l'Europe, enfin en tout cas, je me sens européen, bien après la sensation d'être français, je vous le dis tout de suite, mais je ne suis pas européiste, je n'ai pas besoin pour reconnaître mon appartenance à un ensemble culturel occidental qui est en quelque sorte la matrice dont émerge bien par déterminisme la plupart de mes idées, mes réflexes culturels, mon idiosyncrasie culturelle. Je me sens appartenir à l'Europe, mais je ne suis pas pour autant tombé dans la case du prisme idéologique pour autant, et ma priorité, c'est mon pays. Et donc pourquoi je dis ça ? Parce que la logique partisane a tendance à tout hystériser, à mettre des ismes partout. Même là, il ne doit pas y en avoir. Droit de l'homme, droit de l'homisme. Et donc on est dans l'extrême attitude. Et donc on va évidemment manichéiser. Oula, le mot n'existe pas, mais vous aurez compris. Il est bien ce verbe, je vais le garder. On aura donc en tout cas polarisé, manichéisé le débat de façon artificielle, simplement pour dire nous on est les gentils, eux c'est les méchants. D'accord ? Et on ne va pas s'en sortir. Pourquoi ? Parce que maintenant, Sarah Knafo étant l'ennemi d'une partie de la classe politicienne, eh bien, ils poseront la chape de plomb de l'omerta sur ce sujet. Peut-être que certains, plus honnêtes que les autres, en parleront un petit peu. Je pourrais vous faire des concessions dans le détail, mais vous avez compris. Ma remarque est d'ordre systémique.
on ne s'en sort pas de ce système partisan. Il faut s'en affranchir d'urgence. C'est, si j'étais sur l'analogie avec un logiciel, ce que je trouve une analogie très pratique que je fais souvent, le logiciel républicain, il est non seulement buggé, vérolé, corrompu à mort, et dépassé, mais surtout il est complètement hacké. Il est complètement hacké, pour être sur l'analogie, par des gens qui le manipulent, qui l'utilisent par le truchement de la sphère médiatique. Alors parlons aussi de la sphère médiatique. Les seuls à qui profite cette casuistique permanente, cette conflictualisation permanente, j'ai même envie de vous dire cette relative sensationnalisation du débat qui part pas d'un mauvais sentiment sur le papier. Christine Kelly hier, on peut imaginer qu'elle est tout à fait, on va dire, sincère quand elle pense qu'il faut peut-être que ces deux personnes débattent, mais foncièrement, ça va devenir une sorte de marronnier récurrent, comme d'autres sujets, permettant de mettre en scène des oppositions. Alors moi, j'ai rien contre le fait de mettre en scène ces oppositions. Le véritable problème, parce que ça peut avoir un intérêt pédagogique, mais le véritable problème, c'est le suivant. C'est que maintenant que Sarah Knafo défend, et quand bien même le fait-elle en effet avec brio, le sujet de l'aide publique au développement, vous allez avoir tout un tas d'autres acteurs politiciens qui vont mettre un point d'honneur à ne surtout pas aller sur sa ligne, à ne surtout jamais reconnaître qu'elle a raison, quitte à faire preuve de mauvaise foi, comme c'était le cas d'Aurélien Taché hier. J'ai failli dire bonne foi, c'était pas un lapsus révélateur, c'est qu'en plus je pense, le pauvre, qu'à plein d'égards, sur tout un tas de sujets, il était de bonne foi. Et c'est ça d'ailleurs le plus inquiétant, parce que ça veut dire qu'il est dans l'imprégnation idéologique hystérique, et que de bonne foi, il est convaincu d'avoir des gens qui sont les extrêmes face à lui, les mauvais extrêmes, qu'il faut contrer parce que tout ce qu'ils disent est la marque d'un manque d'ouverture coupable au reste du monde, que c'est biaisé par leur propre idéologie. Ne se rendons même plus compte au passage que c'est lui qui l'est aussi, au moins à minima, tout autant, d'accord ? Et alors, quel est maintenant le problème ? C'est que, outre le fait que les médias recyclent ce débat pour pouvoir vendre de la pub et justifier leur propre existence, pendant ce temps-là, si vous réfléchissez bien, on ne débouche pas sur la moindre décision. Bah oui, parce que en fait, là maintenant, pendant un temps qui va être infini, grâce auquel on va probablement partiellement oublier ce sujet qui est pourtant très pertinent, pendant un temps infini, maintenant, tel et tel camp vont continuer de dérouler leur programme. Et vous devrez attendre de voter pour retrouver ce point essentiel de la mauvaise gestion de la comptabilité française, que l'on vérifie par un contrôle de gestion élémentaire. Vous le retrouvez donc plus tard noyé dans un sujet plus vaste qui est leur programme pour conquérir le pouvoir. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous réalisez à quel point nous sommes ridiculement plongés dans un monde absurde, complètement absurde. Imaginez maintenant, pour faire comprendre mon point, vous allez voir que j'exagère pas, imaginez que tout simplement on se déleste des personnalités qui semblent, alors certes j'insiste, avec brio, avec pertinence, avec légitimité incarner le sujet, mais qu'on désincarne un petit peu le sujet et qu'on laisse un petit peu, j'ai envie de dire volontairement, n'importe qui se l'approprier, c'est-à-dire d'autres sachants, parmi lesquels pourquoi pas Sarah Knafo, pourquoi pas des gens qui travaillent à l'aide publique au développement, mais aussi des économistes, des observateurs, des citoyens de bon sens, des gens ayant travaillé chez eux, etc. Et qu'en fait on ait une date butoir pour ce sujet et d'autres, sur une, je sais pas, je veux dire, aujourd'hui on en est capable technologiquement, sur une application de portable qui serait reliée à une blockchain pour garantir la véracité et la solidité des résultats. Enfin, la non-falsification des résultats, je vais y arriver. Eh bien, imaginez que, on vous dise, ça y est, ce problème, on va l'évacuer, il est réglé. Vous votez la semaine prochaine ou le mois prochain, avec 2-3 autres sujets similaires. Mais vous n'avez plus besoin des partis. Vous aurez certes besoin, ok, je le reconnais, dans une certaine mesure, des médias, mais obligés de faire leur job, c'est-à-dire d'inviter des profils variés, sans qu'il y ait, si vous voulez, à partir du moment où vous seriez affranchi des partis, sans qu'il y ait la moindre teinte idéologique. Enfin, bien sûr qu'il y en a toujours à titre individuel, mais il n'y aurait pas cette structuration d'un message rendu cohérent à l'intérieur d'un parti qui, lui, a besoin des adhésions de ses militants, les militants ayant eux-mêmes besoin, pour fonctionner, pour pouvoir s'engager là-dedans, c'est la théorie de l'engagement, ils ont besoin de s'assurer que ceux qui sont leurs porte-drapeaux soient soutenus, donc ça développe petit à petit des réflexes comme ça d'hystérisation. Non mais en fait on perd un temps fou, puisqu'on va élire des têtes pensantes
pour défendre ces sujets-là, au lieu de voter une bonne fois pour toutes, sujet par sujet, et de s'en débarrasser. La preuve que la votation n'est pas un système idiot, que je sache, partout où on a testé ces mécanismes d'intelligence collective d'un point de vue local, ça a toujours très bien marché. Les gens se font une raison, passent à autre chose, et généralement, ils orientent leur choix autour de préceptes élémentaires de bonne gestion, que je sache. Et puis, vous avez la Suisse en exemple. Je ne vais pas continuer à vous envoyer cette tarte à la crème. Mais je voudrais vraiment attirer maintenant votre attention sur le fait que, imaginons que hier soir, Sarah Knafo ait été face au postillonnant, vibrionnant Mélenchon qui, bon, bien sûr, vous allez me dire, vous ne faites pas partie de ceux qui auraient été dupes. Mais enfin, imaginez qu'on ne l'ait pas laissé parler, qu'il y ait eu tant de bruit sur ce plateau, qu'elle ne puisse pas aller au bout de ses arguments. Que l'autre pratiquant le ad hominem ou lui disant taisez-vous en le disant j'ai postillonné moi-même parce qu'on ne peut pas faire autrement que postillonner quand on fait du méluche. Eh bien imaginez que le trouble eût été semé de telle sorte que le sujet en soi eût été desservi. Vous me suivez? Imaginez en fait autre chose. Imaginez que sur des sujets un peu moins sensationnels, un peu moins passionnants, un peu plus techniques, que Sarah Knafo soit face à des gens qui noient le poisson habilement. Et que tout simplement, il lui arrive d'être un peu fatiguée, d'être de mauvaise humeur, d'avoir des tracas dans sa vie. En fait, là, vous êtes dans un système où vous avez confié à des représentants la nécessité de défendre des sujets qui vont eux-mêmes se fondre dans des programmes plus vastes, qu'ils porteront un jour comme un projet global devant les urnes. Vous leur confiez ça avec toutes les possibilités de faillibilité qui en découlent. Imaginez que demain, vous appreniez que, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, que, allez au hasard, que quelqu'un, un juge, ait réussi à accuser Sarah Knafo de je ne sais quel crime, probablement imaginaire, comme ça arrive tout souvent en République. Elle ne serait plus là pour défendre le sujet. Donc en fait, même vous dépendez d'elle, ou alors même imaginons encore, parce que ça arrive parfois en politique, que certaines personnes en qui vous avez confiance, on trouve des dossiers comme ça au fin fond de la cave, hein, avec des cadavres lyophilisés, je dis ça au sens métaphorique, qui traînent à la cave et que vous perdiez la foi en vos porte-drapeaux. Tout le message dépend d'individus avec leur faillibilité. Alors, vous pourriez me rétorquer, bah oui, mais Fred, c'est la vie, c'est comme ça. Ça fait partie de nos limites en tant que société, de nos limites anthropologiques, il faut les accepter. Non. Pourquoi je ne les accepte pas? Parce que le problème, en effet, c'est certes les gens et notre faillibilité de misérables bipèdes humains, mais enfin, le véritable sujet, c'est celui des partis. Le problème, c'est que vous êtes là coincé, comme moi je l'ai été longtemps, sans jamais le questionner d'ailleurs, coincé dans ce logiciel qui est vérolé comme pas permis, qu'on appelle la République, et qui met en scène des conflits artificiels. Je dis bien, les conflits sont peut-être nécessaires d'un point de vue rhétorique, j'ai pas de problème avec ça, mais ils sont rendus artificiels du fait qu'ils soient défendus par des camps qui eux-mêmes se les approprient, teintent ces sujets idéologiquement de telle sorte que le camp d'en face ne peut pas lui donner raison quand bien même nous parlerons de sujets qui relèvent du bon sens, vous me suivez? Parce qu'on sépare les sujets selon des lignes idéologiques. Et on veut vaguement nous faire croire que tu comprends, le débat démocratique fait qu'à la fin il va y avoir une sorte de médiane comme ça qui va être naturellement trouvée par le plus grand nombre. Mais non, parce que tout est manipulé par le truchement de cette information qui est elle-même mise en scène par les médias, comme le disait Barack Obama lui-même, hein, et pourtant on peut dire que c'est un de ceux qui ont utilisé le fameux logiciel de la façon la plus cynique. C'est un aveu de sa part. Il dit les médias ont ce pouvoir exceptionnel et démesuré qu'ils peuvent déterminer où est le bien, où est le mal. Donc vous allez me dire je peux choisir mes médias, etc. Ben non, vous voyez bien qu'il y a une doxa qui s'impose de manière quantitative et pas seulement par la qualité des arguments, mais par la quantité des médias contrôlés par ce qu'on peut appeler, excusez-moi, une oligarchie, hein, puisque l'oligarchie c'est un petit groupe de personnes qui, soit dit en passant, possèdent ces médias ou a accordé ses violons avec le gouvernement en place qui lui-même diffuse cette doxa dans des médias publics. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le sketch, vous le connaissez. Donc les seuls qui sont à même de vous défendre sont ceux qui incarneraient un message qui lui-même est noyé à l'intérieur d'un programme, qui lui-même est noyé à l'intérieur d'une campagne. Et vous le savez tous, vous avez tous suivi le cœur battant vos candidats. Ça vous est tous arrivé de les voir
eh bien, se prendre les pieds dans le tapis parce qu'il y a un truc qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas dire et qui explique que leur campagne est foirée et que donc ils aient perdu aux élections et que donc tous les sujets qu'ils défendaient sont partis avec l'eau du bain. Et tout est perdu. Tous les sujets, tous ensemble ont été perdus. Puisqu'il y a un sujet sur lequel on les a trouvés un peu trop clivants. Et peut-être 2, peut-être 3 sujets, mais enfin, à l'intérieur d'un programme où il y a des centaines de points et des centaines de décisions à prendre, on est censé n'en avoir rien à foutre de ces 2 ou 3 sujets, ne serait-ce que pour des motifs de pure et simple logique. Non, tout est foutu. Et les sujets, les mesures, les réformes, entendez par là les mesures, les réformes qui se trouvent dans les programmes, les sujets qui ne seront plus traités parce que le candidat que vous défendiez a perdu. Mais ces sujets seront rarement repris, surtout les sujets les plus clivants évidemment, ceux qui ont été teintés idéologiquement, d'accord, par la teinte médiatique justement qui a été apposée sur ces sujets. Ces sujets en fait ne seront pas défendus par les successeurs, par ceux qui auront pris le pouvoir. Non, ils vont mettre un point d'honneur justement à les garder comme étant les sujets nauséabonds. Et c'est ainsi que l'on crée le fameux cordon sanitaire, qui est absurde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bon sens. Il y a, au nom de l'idéologie du parti que l'on défend, tout un ensemble de sujets qu'on a mis dans le même pataquès et puis qu'on vous balance comme ça pendant des années. Vous voyez, sur un sujet comme l'aide publique au développement, on vote le mois prochain et c'est terminé. Terminé. Et si on ne laisse personne, quand je dis personne, alors je parle de ceux qui ont besoin de vous vendre des adhésions à l'intérieur d'une structure qu'on appelle partisane, qui a un numéro au registre national des associations reconnues par l'État étant habilité à récupérer des fonds à hauteur de 7 500 € par foyer fiscal, par individu, pas par foyer fiscal, des fonds qui seront eux-mêmes défiscalisés, patati, patata, bref, toutes ces règles pour qu'ils, sachant que voilà, le parti il a besoin de récupérer de l'argent, donc il va prendre des sujets forts, il va faire en sorte qu'on lui donne de l'argent pour pouvoir conquérir le pouvoir. Donc si vous réfléchissez bien, cette accumulation de paramètres, finalement tous plus délirants les uns que les autres, c'est ce qui dénote d'une procédure mais absurde, parce que ce qui devrait être le moyen pour atteindre une fin fait l'objet d'un enlisement, c'est-à-dire qu'on est enlisé dans le moyen, c'est-à-dire que les partis doivent être élus pour faire passer des programmes, mais indistinctement, on ne se rend pas compte que l'on s'enlise dans les moyens, c'est-à-dire que l'on transforme les moyens en fin en soi, qui nous obsèdent. C'est-à-dire comment gagner de l'argent, comment obtenir une visibilité médiatique, comment gagner plus d'adhérents, comment s'assurer que l'on limite le taux d'attrition des 10 adhérents, parce qu'il ne faut pas les perdre, il faut être en cohérence avec ce qu'ils attendent de nous, tout ça, il ne faut pas les décevoir, il faut essayer de trouver une cohérence dans le message, cohérence d'ailleurs que l'on fabrique. On est responsable de sa propre réputation d'une certaine manière, mais il y a aussi une réputation que l'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire tous ceux qui vous attendent au tournant, vous allez parler d'un sujet idéologiquement touchy, on va vous tomber dessus en disant que vous êtes un extrême, etc. Donc vous marcherez sur des œufs avec, selon les cas, plus ou moins de courage, plus ou moins de capacité à vous montrer téméraire. Peut-être que vous serez véritablement frondeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez toutes ces étapes absurdes qui nous enlisent dans les moyens termes, oubliant la fin que nous étions censés atteindre. Et d'ailleurs, nous sommes la plupart du temps condamnés à chroniquer chez ceux qui atteignent le pouvoir, leur manquement. Parce que pour des raisons peut-être parfois sincères, une fois arrivés au pouvoir, ils sont empêchés de mettre en œuvre leur programme partiellement. Donc ils se concentrent sur leurs principales mesures. Parce que dès qu'ils arrivent, ils réalisent qu'il y a d'autres réalités. C'est comme l'autre crétin là, qui nous disait « mon ennemi c'est la finance », puis à peine arrive-t-il, on ne parle plus, et puis il va réendetter la France auprès de Goldman Sachs. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête, vous voyez, on marche sur la tête. Et malgré ça, les gens ne réalisent pas en fait à quel point c'est structurellement impossible d'avoir autre chose que de la trahison. Pourquoi ? Parce que tout repose sur les personnes. On élit des individus qui, aussi brillants et sincères soient-ils, ne peuvent que nous décevoir
partiellement ou totalement. Mais ils ne peuvent que nous décevoir. Et surtout, tout leur programme dans le même sac fait que c'est compliqué de paramétrer tout ça en termes de mise en œuvre. C'est compliqué. Certains y arrivent. Je ne vais pas vous dire le contraire. Vous aurez peut-être des exemples historiques. Mais c'est aussi crétin que de me dire j'ai fait du 340 km/h avec une Lamborghini sur l'autoroute et regarde, je suis pas mort, Fred. C'est comme si vous me disiez c'est pas dangereux. Ben non, c'est vrai que peut-être que si tu sais conduire dangereusement, peut-être que en dépit du danger, je veux dire peut-être que si tu es très doué, tu ne te prendras pas un mur ou tu ne vas pas mourir. Ça reste quand même un peu idiot sur une route qui n'est pas prévue pour ça de faire du 340 km/h. Ben, je suis désolé, la société n'est objectivement pas faite pour qu'on lui impose cette procédure. Elle peut parfois marcher, mais elle restera, même quand elle fonctionne, elle est en soi foncièrement dangereuse. Bon, de toute façon, honnêtement, j'aurais du mal à trouver des exemples où ça fonctionne. c'est quand même très rare. Je sais que vous serez quelques-uns à m'en citer, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, si on revient toujours à des exemples comme le général de Gaulle, qui d'ailleurs est loin de faire l'unanimité, mais bon, si on revient de temps en temps comme ça à ce type de grands personnages perçus comme le moine soldat par excellence, c'est bien parce que depuis, nous nous sentons acculés à cette nostalgie, par insatisfaction de ceux qui nous représentent. Ceux qui nous représentent, non seulement nous infantilisent, pour toutes les raisons que j'ai dites finalement, parce qu'ils prennent en charge tous ces débats à notre place pour nous donner la vague illusion que ces débats ont été traités. Il y a des gens que ça rassure, qui se disent j'ai l'impression que les choses avancent là, ils se disputent, j'y comprends rien, mais ils vont décider pour moi. Ben oui. Et le problème, c'est que non, ça ne marchera pas. Et la raison pour laquelle on est face à des... C'est pour ça que le débat d'hier était très intéressant, parce que la raison pour laquelle on est face à ce type de gabegie, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. S'il n'y a pas de contrôle et si tout ça va vers une sorte d'aggravation endémique, anthropique, j'ai envie de dire, parce que on dirait, c'est un peu comme l'expansion de l'univers, quoi, ou le bordel dans ma chambre. Voilà, le chaos s'installe sans qu'il y ait de dynamique pour le contrer, parce qu'il n'y a pas de véritable consultation. Parce que nous leur laissons les sujets et que les sujets sont noyés dans de vastes programmes et que si ces personnes-là ne sont pas élues, leurs opposants mettront un point d'honneur à ne pas faire avancer les sujets qu'ils avaient pourtant si bien vendus. Vous comprenez l'absurdité ? Vraiment, je vous assure, le jour où vous ouvrirez les yeux sur l'absurdité absolue, ubuesque de ce système, déjà vous vous sentirez un petit peu plus serein. Non pas serein au point de penser que le problème est résolu parce qu'on en est loin, mais au moins vous ne serez plus à essayer de vous battre contre les moulins à vent de vos opposants dans les partis d'en face qui ne sont hystérisés que parce qu'ils sont compulsivement attirés par ce besoin de cohérence, d'avoir un candidat qui les représente et de mettre dans le même sac tout ce que le parti te dit qu'il faut mettre dans le même sac, oubliant donc au passage que cette conflictualisation entre les gens bénéficie à la véritable oligarchie qui est bien au-dessus de la République, qui est celle qui la finance, directement ou indirectement, et que tout ça, c'est l'os à ronger qu'on nous a laissé. Voilà, le débat d'hier, fut-il probant à plein d'égards, est simplement le signal que nous avons des marronniers offerts aux médias qui vendent de la pub et justifient leur propre existence, des gens qui nous rassurent dans un camp comme dans l'autre, sur la cohérence du discours qu'ils tiennent, mais le sujet en lui-même, c'est quand même fou, ne sera pas traité avant très longtemps, dans la meilleure des hypothèses. Le jour donc, où vous vous libérez de tout ça, je vous assure, d'abord votre appréhension du monde change, mais on y gagne une petite forme de sérénité, parce qu'on sait pourquoi il faut se battre. Il faut mettre un terme à tout ce qui relève de près ou de loin de ce régime organisé autour des partis. Il faut mettre un terme à tout ça. Il faut mettre en scène, en effet, les controverses avec ceux qui peuvent en parler, et un maximum de gens. Il faut les localiser au maximum. Les mécanismes de l'intelligence collective fonctionnent très bien. Je vous conseille par exemple d'aller sur une chaîne tenue par un scientifique, une chaîne YouTube qui s'appelle Fouloscopie, ou de lire le livre éponyme qui est un bon résumé de toutes ces recherches. Fouloscopie, donc voilà, la radioscopie des foules, vous l'aurez compris. Parce qu'on peut dire qu'une foule, ça ne pense pas. Bah, évidemment, si vous n'envoyez à une foule que de la peur, comme le fait Macron, c'est justement pour l'empêcher de penser. Et oui, pour l'empêcher d'avoir des réflexes d'intelligence collective, pour qu'elle continue à se fragmenter, pour que les gens s'engueulent sur les plateaux parce que tel ou tel Vous voyez maintenant, par exemple, la guerre en Ukraine, c'est marqué idéologiquement. Voilà. C'est un levier pour valoriser finalement un homme, Macron, au sommet du pouvoir.
Donc ça n'est plus un sujet dont on peut parler rationnellement, c'est un sujet sur lequel on ne fait que s'opposer par le truchement de nos névroses et pour beaucoup parce qu'ils sont tout simplement sincèrement engagés dans un camp ou dans l'autre. Voilà, parfait exemple. Mais vraiment, vous pouvez passer en revue tous les sujets, vous verrez, chacun doit être entré dans le catalogue, ou plutôt j'ai envie de dire le segment marketing de son parti. Voilà. Donc on doit élire les gens qui portent les sujets globalement, au lieu de voter pour ces sujets tranquillement, sans passionnalisation excessive, mais peut-être justement en laissant ceux qui peuvent en débattre, sans qu'il n'y ait d'enjeu d'élection pour eux. Vous comprenez ou pas? Je ne suis pas en train de condamner la nécessaire dialectique sur tous les sujets, au contraire. Je voudrais qu'elle ait lieu. Là, elle n'a pas lieu, parce que la seule chose qui se passe, c'est l'opposition, c'est l'antagonisation, c'est-à-dire vous avez une thèse, son antithèse, mis en scène dans les médias. Mais le processus dialectique par excellence, c'est thèse, antithèse. Alors pardonnez-moi pour ceux à qui ça rappelle des mauvais souvenirs du bac, mais thèse, antithèse et quoi? Synthèse. Le philosophe allemand Hume disait que le raisonnement dialectique est le raisonnement par lequel la pensée humaine se sublime. Je ne sais plus exactement quelle était la phrase, mais comment dire, c'est là que nous éprouvons notre capacité au raisonnement. Nous avons des arguments contraires, nous essayons de les équilibrer, puis nous tentons la synthèse. Si vous regardez bien, la synthèse est impossible. La synthèse, ça devrait être le moment où on prend ce sujet précis et on l'évacue. Non, on ne fait pas la synthèse. Le sujet, il est noyé dans des sujets plus vastes qui sont les programmes, la nécessité pour un tel d'être élu ou pas. Voilà. Et on ne s'en sort pas. On est coincé dans ce paradigme stupide qui est d'attendre le résultat des élections et de chroniquer les aventures romanesques de ceux qui portent les partis. Et ça, d'ailleurs, eux, ça ne les arrange pas parce qu'ils sont pris par l'hybris du pouvoir, portés par leurs militants hystériques, ils le deviennent forcément un petit peu eux-mêmes s'ils ne l'étaient pas à la base. Ils essayent d'être à la hauteur des attentes exprimées, c'est un réflexe humain tout à fait compréhensible et connu. C'est un réflexe, c'est de l'ordre de la compulsion. On se conforme au groupe, à la tribu qui nous porte, on ne veut pas être exclu par cette tribu, on ne veut pas la décevoir. Donc tout sujet fait l'objet de cette passionnalisation excessive. Et donc pendant ce temps-là, ceux qui tirent vraiment les ficelles et qui ont compris que tout ça n'était qu'une vaste théatrocratie, une vaste société du spectacle, tous ceux qui l'ont compris, eh bien l'utilisent. Et c'est pas comme si ça faisait pas des générations qu'on avait, voire si on remonte à Aristote même qui employait le terme de théatrocratie, c'est pas comme si ça n'avait pas des siècles que l'on avait diagnostiqué la chose. Donc ceux qui dominent le jeu, parce qu'ils financent les médias notamment, mais pas que, eh bien ceux-là se gossent de notre naïveté. Voilà, on nous a donné encore... Voilà, hier soir, c'en est un parmi d'autres, même s'il était un peu plus limpide que les autres et qu'en effet, Sarah Knafo a été très rationnel et, à mon sens, admirable de limpidité. On est coincé à l'intérieur de ce petit spectacle et on ne peut rien faire d'autre. Voilà. Et là, dans les espaces, dans les médias sociaux où je m'exprime, etc., eh bien, on va tous s'exciter sur le profil de la personne a d'ici, etc. On ne sort jamais des individualités. Et on est en train de les encourager, justement, d'ailleurs, sur cette pente glissante qui est celle de leur narcissisme issu de cette valeur sociale amenée par le taux de plébiscite qui est généré par ces prises de parole successives. Donc on s'enferme dans cette société du spectacle qui va stariser, pipoliser des gens, alors qu'en fait, au passage, soit dit en passant, subrepticement, le sujet passera sous le boisseau, parce que si Sarah Knafo, admettons qu'elle se présente en 2027, ou Zemmour, s'ils ne sont pas élus, ce sujet sera symboliquement celui que l'on doit rejeter parce que désormais teinté extrême droite et diabolisé. Vous voyez ? Et donc on n'est plus dans la rationalité, la gestion du sujet en lui-même, qui pourtant avait le mérite d'être un sujet comptable. Voilà. Et vous voyez bien, en ce moment, Conseil constitutionnel, les conseils d'État, tout ça, tous ces conseils, et notamment ceux qui sont, j'oublie le nom, en charge d'étudier les comptes de l'État, pareil, ils sont idéologisés. Même quand ils pourraient nous donner les comptes, ils attendent de les donner après les élections. Voyez ? Parce que même quand nous pourrions être fournis
en une petite dose de rationalité, de factualité, si j'ose dire, on nous en prive. On sait que le public va oublier, donc on le dit un peu plus tard. Donc non, non, non. Je suis désolé, moi je fais un pari certes risqué, utopiste, me diront certains, le pari de l'intelligence collective. Vous pourrez me dire, Fred, ça va être compliqué. Non, moi je vous dis très simplement, si une personne se présentait pour prendre le pouvoir en 2027 ou en 2032, peu importe, il faudra beaucoup évangéliser. Et qu'elle disait, vous m'élisez, mais dans l'année qui vient, là, bon, je vais vous demander un effort, tous les mois, on va faire un référendum. Et dans ce référendum, on ne va pas voter pour des gens, hein, on va vraiment voter pour des idées et des corrections profondes dans notre système. Peut-être même qu'on l'appellera plus Constitution, peut-être même qu'on l'appellera plus République, à vrai dire. Parce que la République, c'est discrédité en nous disant égalité, fraternité, liberté, mais ces termes ne sont que des entourloupes. On a détourné ces valeurs-là, on ne les respecte pas. Sur l'égalité, les inégalités n'ont jamais été si creusées ni si profondes. Et la partie sincère de l'égalité est devenue l'égalitarisme toxique et pathologique. La liberté, parlez-moi de liberté. Vous voulez que je vous refasse tout le chapitre sur le Covid et tout ce qui se passe en ce moment et toutes les promesses de censure. Et puis la fraternité, dans un monde où l'on nous impose le culte de la diversité euh, pour, euh, pour finalement toujours mieux nous diviser, où certains sont remplacistes ou vitalistes. On veut nous parler, alors que ces sujets sont amenés ouvertement de façon conflictuelle. On veut nous parler de fraternité. Vous voyez bien que tout ça, ça y est, c'est fini. C'est fini, il faut que vous fassiez votre deuil de ce mensonge. Il faut inventer un nouveau logiciel. Il faut créer un nouveau paradigme. Et ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. Comme dirait l'autre, c'est le moment ou jamais de vous saisir de votre destin. Ne les laissez plus vous infantiliser en vous balançant ces mises en scène artificielles de débat. Et encore une fois, j'insiste, hein, moi je voudrais bien qu'on mette en scène les controverses, les casuistiques, que l'on conflictualise même, mais sur les sujets, pas en impliquant les hommes, la fragilité des hommes, que ces sujets soient bel et bien développés, avec la date butoir qui s'ensuit, qui est et maintenant on vote. Et on vote sur le sujet lui-même. Et il n'y a pas un parti qui va en bénéficier et gagner des galons de mérite et de légitimité pour avoir une chance, X mois ou X années plus tard, d'être réélu. Pour que le destin romanesque de celui qui est le porte-drapeau de tel ou tel parti puisse gagner en consolidation. C'est plus le sujet. Le sujet, c'est la France. Le sujet, c'est votre pays. C'est l'avenir de vos enfants. C'est sur chaque sujet que l'on peut réduire, et ça arrive parfois, tant mieux, à la portion congrue de ce qu'il est, c'est-à-dire une donnée comptable, qu'on puisse remettre un petit peu de rationalité. Ça ne veut pas dire que je divinise la raison. La rationalité elle-même, on pourrait en parler des heures pour expliquer que tout ça n'est pas très parfait. Mais vous comprenez, on peut remettre au moins le curseur de la factualisation des débats au bon endroit, sans que cela ne dépende de tel ou tel profil. Voilà. J'ai tenu à dérouler tout ça parce que vous allez le voir, le combat pour le pic, le pari de l'intelligence collective ne fait que commencer. D'autres reprendront le flambeau à ma place parce que je crois que c'est l'idée la plus saine du moment. En tout cas, si ça peut faire plaisir à certains, je vais le dire avec plus d'humilité, ce sera en tout cas la moins folle. Et tant pis si elle est temporairement utopiste. Après tout, à l'échelle de l'humanité, que je sache, il nous est arrivé de changer de régime, de système et de paradigme. Là, on a un paradigme qui est usé jusqu'à la moelle, dans lequel, comme le dit Barack Obama, les médias ont ce pouvoir insensé de pouvoir déterminer où est le curseur du bien, où est le curseur du mal, ce qui est quand même folie furieuse. Donc là, vraiment, maintenant, il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on passe à autre chose, les amis. Voilà. Ça libère. Quand vous ouvrez les yeux là-dessus, croyez-moi, ça fait du bien. On ressent physiquement la désaliénation. Je vous le souhaite. Et on peut en débattre bientôt avec plaisir.